Ok. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci vraiment d'être encore parmi nous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, si vous allez y aller ou si vous en sortez. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, les cahiers de vacances. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Léo Auboin. Juste avant, on discutait. Je vois qu'il y a des gens qui étaient vachement assidus, qui ont suivi tous les cahiers de vacances. C'est super, on vous remercie. J'espère que ça vous apporte vraiment les informations que vous attendez. Il nous reste, après cette session, 2 épisodes. Vous pouvez toujours vous inscrire. C'est toujours le même lien. Donc, n'hésitez pas. Et pour ceux et celles qui ne sont pas disponibles, on vous remet tous les replays sur notre chaîne YouTube. Je vous remettrai le lien dans le chat à la fin de notre entrevue. Donc aujourd'hui, on va parler de l'entonnoir de conversion. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser le chat. Et puis à la fin, nous allons avoir une petite quinzaine de minutes, Léo, pour pouvoir échanger tous ensemble sur le sujet. Donc Léo, je te laisse la parole et je te remercie. Cool. Bonjour à tous, merci. Hop, tout le monde voit bien mon écran. Voilà, normalement c'est bon. Je pense que c'est bon parce que moi j'ai un retour sur mon téléphone. Donc ouais, comme le disait Johanna, on va donc c'est la 6e édition des cahiers de vacances web marketing. Aujourd'hui, donc on parle de l'entonnoir de conversion. Donc sur les différentes sessions, vous avez pu monter en compétence sur les différents sujets du digital. Voilà, aujourd'hui on va parler plutôt marketing, on va dire. Juste, ouais, comme donc Johanna le précisait, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on les traitera à la fin. Si jamais il y a une question sur un point que vous comprenez pas, etc., j'ai quand même les questions là sur mon téléphone qui apparaissent, donc je pourrais les traiter. Et puis voilà, on va y aller. Donc, l'entonnoir de conversion. Ce qu'on va voir aujourd'hui, en gros, j'ai scindé la petite heure qui nous attend en 3 points. Déjà, on va reprendre la base de base. C'est voilà, c'est quoi un entonnoir de conversion? De quoi on parle. On va regarder ensuite rapidement les différents types d'entonnoirs parce qu'en fait, en fonction des contextes, on peut mettre en place différentes choses et vous entendrez parler de différentes choses. Donc là, je veux faire un peu de vulgarisation, on va dire. Puis ensuite, ce qui nous intéresse vraiment, on va rentrer dans le concret. Je vous dirai comment vous pouvez construire le vôtre. Voilà, les différents prérequis, les différentes étapes. Voilà, l'objectif, c'est qu'à la fin de cette heure passée ensemble, vous ayez des premières billes et que vous puissiez commencer à réfléchir au sujet. Juste en intro, donc moi je m'appelle Léo. En gros, mon job consiste à mettre le digital au service de la stratégie de mes clients. Voilà. Donc ça fait 2 ans que j'ai fondé Léo pour répondre à ces enjeux-là. En fait, j'ai une approche vraiment globale du digital. Ce que je mets là, c'est des parcours utilisateurs aux outils, du modèle économique à la méthodologie. Donc, c'est vraiment en fait une offre très, très transversale, souvent prise par l'angle business en fait et utilisateur. Voilà. Et cette approche-là, je me la suis construite en fait après 15 ans passés dans le digital. J'ai eu l'opportunité de bosser sur plein de postes, dans plein de structures différentes. Donc, j'ai fait du développement de business dans des startups, de la direction de projet dans le public, à Réseau Canopé, pour ceux qui connaissent notamment, où j'étais en charge du digital. Et puis, plus récemment, j'ai travaillé pendant 3 ans dans un cabinet conseil où j'ai accompagné des grands comptes dans la banque et dans l'assurance sur leurs problématiques d'innovation, de transformation digitale. Donc là, ça aussi, c'était super enrichissant. J'ai pu bosser à la Maïf, Caisse d'épargne, Banque Populaire, etc. Et depuis 2 ans, donc j'ai monté Léo, donc je suis indépendant. Voilà, et je suis donc consultant en stratégie digitale pour tout type de structure maintenant. Je continue un peu à bosser pour des startups et des grands comptes, et puis j'accompagne aussi pas mal de PME plus traditionnelles, en fait, justement, à s'emparer du digital. Et c'est bien le but aujourd'hui, en fait, c'est de vous montrer à vous, là, qui êtes peut-être un peu soit novice, soit voilà, débutant sur le sujet, comment avoir les bons réflexes, comment appliquer les bonnes méthodes, les bonnes pratiques. Donc, l'entonnoir de conversion. On va reprendre à la base, c'est quoi un entonnoir? Alors, en gros, je caricature à fond, mais la plupart des entreprises ont presque toutes les mêmes objectifs. Ça va être d'avoir plus de clients, plus de visiteurs, plus de clients et plus de revenus. Voilà, donc là, j'invente rien. Mais en fait, quand on se dit ça, comment on arrive à faire tout ça? C'est quoi l'objectif final derrière tout ça? En fait, ça va être de
pour avoir plus de clients, plus de revenus. Ça va être de pouvoir transformer des inconnus, donc des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont pas identifié en tant que prestataire, en tant que ou qui n'ont pas identifié vos produits, en un client, et si possible, un client fidèle qui vous rapporte du revenu dans le temps et qui va parler de vous autour de lui. Donc, en gros, l'objectif, ça va être de passer de l'étape d'inconnu à client fidèle. Voilà. Et en gros, comment on passe de cette étape-là à l'autre? Aujourd'hui, vous faites plein de choses. Donc, vous avez peut-être votre site web, que vous avez mis en place, etc., avec toutes les pages qui vont bien. Vous avez peut-être 2-3 commerciaux, vous assurez le commercial de votre côté. Vous faites peut-être un peu de pub, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Enfin, vous faites plein de choses et peut-être même encore plus. Vous avez peut-être de la téléprospection, vous participez à des salons, vous faites du référencement naturel. Bref, vous pouvez faire plein de choses. Le problème, en fait, c'est que vous ne savez pas forcément ce qui marche, ce qui ne marche pas, où sont vos utilisateurs là-dedans. Et en fait, c'est un peu flou pour vous d'y voir clair. Et puis, c'est surtout que vous ne savez pas sur quel chantier, en fait, et quel axe vous positionnez et persévérez. Donc, en gros, le but de l'entonnoir, ça va être de structurer un petit peu tout ça. Voilà. Là, vous faites plein de choses, c'est bien, mais comment on va pouvoir les mettre dans le bon ordre, dans le bon sens, pour que ce soit plus efficace et plus rentable, entre guillemets, pour vous. Donc, si on revient là, faire passer d'un inconnu à un client fidèle, en fait, la clé, ça va être plutôt de se remettre dans les baskets de son client, en fait. D'essayer de se dire, OK, un inconnu, ça va être quoi son processus, son parcours avec mes services ou mon produit? Par quelles étapes il va passer intellectuellement, entre guillemets? La première étape, ça va être une étape de prise de conscience. C'est-à-dire, donc pour lui, en fait, il va prendre conscience de son problème, il va prendre conscience qu'il a besoin de faire appel à vos services, prendre conscience qu'il a besoin d'acheter votre produit. Bref, pour vous, l'objectif, c'est d'attirer les bons prospects. Donc, en gros, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, sur chacune des étapes, je vais dire, OK, lui, votre client, entre guillemets, votre prospect, dans quel état d'esprit il est, qu'est-ce qu'il cherche à faire, et après, j'aurai le pendant de votre côté. Donc, lui, à cette étape-là, il tente de comprendre ses problématiques et il va se renseigner. Je reste très, très généraliste ici, parce qu'en fait, imaginons, je suis chez moi, j'ai une fuite d'eau, ma problématique, ça va être de trouver un plombier, donc là, ça va assez vite. Mais imaginons que je veuille, par exemple, je suis indépendant, j'ai du mal à trouver de nouveaux clients, je pourrais me dire, comment je pourrais faire? J'ai vraiment un problème là-dessus, comment je pourrais faire? Donc, vous voyez, là, je suis dans une étape de prise de conscience. Et en fait, j'en suis pas encore à souscrire à quoi que ce soit. Pour l'instant, j'essaie juste de bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce problème. Vous, en face de ça, ce qu'il faut faire, c'est vous devez connaître votre audience. On ne parle pas de vendre pour l'instant. L'objectif, ça va être de connaître votre audience, de savoir ce qu'ils recherchent, de connaître les sites qu'ils fréquentent, les groupes qu'ils fréquentent et les conséquences que ces problématiques pourraient avoir sur eux. En fait, ça, c'est super important. Ici, on parle souvent en marketing de public, d'audience, de persona. C'est peut-être des termes dont vous avez entendu parler dans les précédentes sessions pour ceux qui ont participé. En gros, ça, c'est super important et c'est la base, en fait, de tout ça. C'est de bien connaître votre client potentiel. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez votre client qui tente de comprendre ses problématiques et vous, en face, vous allez être là au bon endroit et lui porter le bon message tout de suite pour le rassurer, lui dire « Ah, je suis peut-être la personne qu'il te faut ». Ça, c'est l'objectif de cette étape. Une fois que la personne en a pris conscience, il va peut-être choisir de dire « Ok, non, là, j'ai un vrai sujet, il va falloir que je le traite ». Donc là, c'est ce qu'on appelle l'étape de considération. Voilà. Là, votre client, là, il est en mode « il faut vraiment que je traite ce problème-là, c'est trop important, etc. » Vous, l'objectif à cette étape, c'est de convaincre les visiteurs que vous êtes la bonne solution. Il y a des questions. C'est sur les replays. Donc, là, cette étape, en fait, l'objectif, ça va être de convaincre vos visiteurs, que vous êtes la bonne personne pour répondre à ce problème-là. Donc, lui, de son côté, il a bien identifié ce problème, il va commencer à essayer de le résoudre, il va rechercher la bonne solution, donc il va se renseigner. Et on le dit souvent, aujourd'hui, les acheteurs sont plus informés que les vendeurs, dans le B2C, notamment les particuliers. Quand vous allez acheter une voiture, avant d'aller en concession, vous avez déjà écumé tous les forums, etc., pour connaître tous les détails, etc. La personne qui arrive en magasin, en concession, pour le coup, est beaucoup plus informée et au fait que le vendeur, souvent. De votre côté, vous allez devoir montrer que vous avez la solution qui répond à son problème. Donc là, il faut reprendre encore les caractéristiques, son vocabulaire, ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport
personnel notamment. Et l'objectif ici, ça va être de le convaincre d'entamer une relation avec vous. Donc, je mets entamer une relation entre guillemets. Entamer une relation, ça va être inciter la personne à vous passer un coup de fil, à remplir un formulaire de contact, à vous laisser son adresse email, à vous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça va être vraiment, regardez, je suis quelqu'un qui peut vous aider ici. Voilà, commençons une relation. L'étape suivante, ça va être une étape de décision. Encore une fois, c'est très caricatural, hein, c'est vraiment des grandes étapes qu'on retrouve quasiment tout le temps. Donc là, le client, voilà, est convaincu, il a fait son chemin, il a fait son enquête, etc. Pour lui, voilà, il va faire son choix. Et vous, de votre côté, l'objectif, ça va être de conclure la vente. Donc voilà, à cette étape-là, il a vraiment besoin d'être rassuré. Parce que voilà, ça dépend après de quoi on parle, mais voilà, si c'est un achat qui est assez engageant, voilà, je vais avoir des garanties, je vais être sûr que je fais pas un mauvais choix, etc. Donc de votre côté, voilà, faut lui fournir tous les éléments pour le rassurer. Donc ça peut être des études de cas, des témoignages clients, un peu de preuves sociales. Ça peut être des remises commerciales. Ça peut souvent aider à passer le cap. Voilà. Troisième étape. Et suite à ça, et c'est une étape qui est souvent, qui est pas obligatoire, qui est un peu souvent oubliée. L'idée, c'est de fidéliser ce client-là. Et l'objectif pour vous, ça va être de le faire revenir. Donc lui, il est satisfait de son achat normalement. Que je dis normalement, voilà, si vous avez bien fait votre travail, etc., le produit répond à la promesse, etc. Donc lui, il est satisfait. Pour vous, l'objectif, ça va être d'entretenir cette relation-là pour faire en sorte qu'il revienne si voilà, vous êtes sur un business où vous pouvez justement avoir du business récurrent, ou alors l'inciter à en parler de lui. Parler autour de lui, pardon, et faire de ce client un prescripteur ou un promoteur de votre solution. Donc voilà, les différentes étapes. Prise de conscience, considération, décision, fidélisation. Et en fait, le truc, c'est que on va pas, on peut le rassurer aussi lors d'une prise de congé après achat sur un produit. Ouais, voilà. Enfin, en fait, il y a plein de. Je vais pas rentrer dans le détail, on le verra après, ça justement les détails, mais en fait, c'est vraiment les grandes étapes qu'on va retrouver quasiment dans tous les cas. Et en fait, si j'ai tous les inconnus vont pas forcément devenir des clients fidèles. Tout le monde ne va pas passer à travers chacune des étapes. Donc, en gros, si j'ai 100 personnes qui prennent conscience de leurs problèmes, je vais peut-être en avoir que 50 qui vont se dire que ce problème mérite d'être traité. Peut-être que 20 qui vont prendre la décision de travailler avec moi ou d'acheter mon produit ou mon service. Et peut-être que 10 qui resteront fidèles à mon produit et mon service. Et en gros, c'est pour ça qu'on parle d'entonnoir de conversion. C'est qu'à chaque fois, en fait, on a cette forme-là qui j'en ai à chaque étape un peu moins qu'à l'étape précédente. Et de conversion, parce qu'en fait, l'objectif, c'est bien de convertir un inconnu d'un client fidèle. Mais si on zoome un petit peu dans cet entonnoir, l'objectif, c'est de convertir quelqu'un qui a pris conscience de son problème en quelqu'un qui le considère et a envie de le résoudre. Puis ensuite, en quelqu'un qui va prendre la décision de travailler avec vous. Donc, c'est vraiment convertir les personnes, les faire passer d'un point A à un point B, puis un point C, puis un point D. Donc, en fait, on décompose un peu ce parcours pour répondre à ça. Donc, voilà ce que c'est en gros un entonnoir de conversion. Donc, les différents types d'entonnoirs. Si vous cherchez un petit peu sur Google, je l'ai fait pour vous la recherche, vous tapez entonnoir de conversion dans Google Images. En fait, vous allez avoir plein de choses. L'idée est, vous voyez, on a des plus ou moins complets, de différentes formes, etc. Donc déjà, on parle d'entonnoir. On va parler aussi de tunnel de conversion pour illustrer un parcours d'étape en étape. On peut aussi parler de funnel. Donc le funnel, c'est en anglais, c'est la traduction littérale. Bref, donc tout ça, ça correspond à peu près à la même chose. On va retrouver qui parle de lead. Donc un lead, c'est en anglais, ça veut dire un prospect. Et donc cette approche-là, elle est plus, elle est plus orientée entreprise pour le coup. Là, on n'est plus dans la peau du client / visiteur. On est vraiment dans la peau de l'entreprise, donc de vous. Donc un visiteur qui va se transformer en prospect, en lead du coup. Ce prospect donc va passer à l'étape MQL, c'est pour Marketing Qualified Lead, donc un prospect qualifié par le marketing. Donc, en gros, le marketing dit, OK, cette personne-là est venue sur notre site, etc. Et en plus, il correspond bien au profil type qu'on essaye de cibler, de segmenter. Voilà. Donc, le marketing dit, OK, lui, il est plutôt dans les clous. Le SQL, c'est Sales Qualified Lead, donc prospect qualifié par les services commerciaux, par le commerce,
Donc, en gros, là, il y a peut-être, il correspond bien aux cibles qu'on a. Et puis, en plus, il y a un vrai besoin qui est là, qui est latent, donc auquel on peut répondre. L'opportunité dessous, ça va être, là, en fait, il y a un besoin. Et puis, en plus, il est urgent, etc. Donc, il y a une transaction commerciale qui est enclenchée. Attendez, j'ai juste allumé ma lumière. C'est un peu sombre. Et après, le customer, je passe client. Donc voilà, là, c'est vraiment d'un point de vue, d'un point de vue entreprise. Donc lui, celui-ci, moi, je l'aime moins parce qu'il est moins ciblé client. Il y en a qui parlent de tofu. Donc là, ça reprend un peu l'exemple que je vous montrais tout à l'heure. Tofu, c'est pour top of the funnel, donc le haut du tunnel. Puis après, le mofu, donc middle of the funnel, donc le milieu de l'entonnoir. Et bofu pour bottom of the funnel, donc le bas de l'entonnoir. Ça reprend exactement ce qu'on se disait tout à l'heure. Chaque étape va avoir son objectif. Mais en tout cas, voilà, si vous vous renseignez un petit peu sur le sujet, vous trouverez ces terminologies-là. Donc, ça rejoint ce qu'on se dit. Mais voilà, c'est d'autres termes. Et là, vous voyez sur l'infographie que j'ai mis, à chaque fois, donc il propose des outils, des actions, donc les réseaux sociaux, l'infographie, photos, etc. à chaque étape. Donc là, ça c'est intéressant, mais c'est l'étape d'après. On y reviendra. Mais en tout cas, voilà, c'est des termes que vous allez pouvoir voir. Alors, il y en a qui parlent de ARR. Alors, le AARRR, donc ça, c'est ce qu'on appelle un framework. C'est un outil qui est utilisé par, donc vous voyez, qui reprend la forme d'un entonnoir, qui est utilisé par beaucoup de startups. Ça, voilà, c'est du growth hacking. Je vous montrerai, il y a une session là que j'avais animée sur le growth hacking où je parle plus en détail de ça. Donc là, ce tunnel-là, si vous voulez, cet entonnoir, il est plus adapté pour des startups qui vont être dans des logiques d'aller chercher beaucoup d'utilisateurs, donc aller chercher la croissance et après de convertir ces utilisateurs en revenus. Donc vous voyez les 5 étapes. Donc pour le AARRR, on l'appelle le framework pirate parce que ça fait un peu le AR des pirates. Et puis c'est utilisé dans le growth du coup. Donc première étape, l'acquisition. Comment je vais pouvoir amener des visiteurs intéressés sur mon site. Je vais prendre le cas, par exemple, pour que ce soit très clair, de LinkedIn. Voilà. LinkedIn, ça s'applique bien. Comment LinkedIn va faire en sorte d'amener des gens sur LinkedIn sans même qu'ils soient inscrits. Donc là, voilà, première étape, ça peut être du mail, ça peut être de la campagne à la télé, ça peut être n'importe quoi. Comment je fais en sorte d'amener du trafic pertinent sur mon site web. Ensuite, ce trafic, je vais l'activer. Donc, deuxième étape, activation. Comment je vais convertir ces gens-là qui viennent sur mon site en utilisateurs. Donc, comment je fais en sorte qu'ils s'inscrivent. Donc là, voilà, je vais m'inscrire et me créer mon compte sur LinkedIn. Troisième étape, le R, rétention. Donc, comment je fidélise mes clients. Donc, comment je fais en sorte que mon utilisateur soit encore utilisateur dans une semaine. Donc voilà, comment je travaille mon produit pour que cet utilisateur-là puisse revenir et ait envie de revenir. Quatrième étape, le referral. Donc ça veut dire ça correspond au bouche à oreille. En fait, comment je fais en sorte que cet utilisateur-là en parle à d'autres et invite d'autres personnes. Donc là, sur LinkedIn, je vais inviter ma relation professionnelle, par exemple. Et la dernière étape, le revenu, c'est comment de cet utilisateur actif, engagé et prescripteur, comment j'en tire des revenus. Donc pour LinkedIn, plusieurs solutions. Ça va être soit je vais lui vendre des abonnements premium, LinkedIn Sales Navigator ou ce genre de choses. Donc là, c'est des produits que propose LinkedIn. Soit justement, plus je fais grossir mon nombre d'utilisateurs, plus je peux valoriser mes produits publicitaires. Voilà. Ce que fait Facebook, par exemple. Voilà. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans cette logique de je fais venir des gens, ils s'inscrivent, ils utilisent, et ensuite, après, je trouve une manière d'en tirer du revenu. Donc là, c'est plutôt adapté aux startups. Ça. Mais ça reprend toujours cette même logique d'entonnoir et cette même logique de parcours utilisateur. Et enfin, il y en a qui parlent de moulin. Donc, vous ne trouverez pas forcément cette appellation moulin, mais on parle de flywheel en anglais. Donc ça, c'est un modèle qui est proposé par HubSpot. Je ne vais pas rentrer dans le détail. En gros, c'est pour des entreprises plus matures. Ça reprend toujours en fait la boucle. Si vous partez à droite, les prospects qui vont devenir des clients, qui vont devenir des promoteurs de votre solution et qui vont aller conquérir, en parler à des étrangers, des inconnus et ainsi de suite. Et en fait, le cercle du milieu, Attract, Engage et Delight, ça correspond au service de l'entreprise. Donc, Attract, ça va plutôt être le marketing qui va essayer d'aller vendre vos solutions. Engage, ça va plutôt être les commerciaux qui vont essayer de convertir des prospects en clients. Et Delight, ça va être tous ceux qui sont au service de
de la production, de la satisfaction client, etc. Et en fait, tout ça, en fait, toutes ces personnes-là travaillent ensemble, là où souvent, c'est plutôt des services silotés, au service donc du client qui est au centre et de la croissance du nombre de clients. Donc, ce modèle-là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est vraiment pour les entreprises plus matures, mais vous pouvez taper Flywheel HubSpot et vous trouverez des informations là-dessus. Donc, voilà pour les différents types d'entonnoirs. Maintenant, voilà, une fois qu'on a vu ça, donc ça, c'est toutes les choses que vous pourrez retrouver en ligne. On va voir comment on peut construire le sien. Donc, voilà, et pour construire le sien, il faut de l'analyse, un peu de bon sens, et puis quelques prérequis techniques. Donc, on va parler de tout ça. Donc, en fait, ce qui compte, donc on a vu il y a différents cas de figure, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir un entonnoir qui soit adapté à votre contexte. Donc, en fonction que vous adressiez à des particuliers, à des professionnels, que ce soit 100% en ligne ou pas, etc. Donc, à chaque fois, on va avoir un parcours, un entonnoir qui est adapté. La première étape, en fait, et ce serait mon conseil, ce serait de commencer par cartographier le cycle de vie de votre prospect. Cartographier le cycle de vie de votre prospect, c'est quoi? Voilà, c'est vous mettez dans la posture de votre client, de la personne qui recherche, enfin qui a son problème et qui recherche des solutions, et vous essayez d'identifier par quelle étape il va passer. J'ai 3 exemples là qui viennent. Le cas d'un service dans le B2B, le cas d'un site de vente en ligne et le cas d'une application mobile, par exemple, pour illustrer un petit peu ça. Donc, si je prends le cas de mon service en B2B. Alors, je vais partir en fait, je ne vais pas parler aujourd'hui d'acquisition. D'acquisition, c'est comment vous allez vous poster trouver les bons canaux d'acquisition. J'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce serait trop long. Je vous disais tout à l'heure, il faut bien connaître son utilisateur ou son client, savoir sur quel média, sur quel réseau, etc., comment il va faire ses recherches, etc. Ça, c'est plutôt de l'acquisition, se placer au bon endroit. Là, en fait, on va partir de l'étape où la personne arrive chez vous, arrive sur votre site. Donc, première étape, dans un service en B2B, la personne va visiter votre site. Voilà, première étape. Deuxième étape, si cette personne est convaincue, en fait, elle va peut-être aller cliquer sur une page secondaire. Donc, c'est ce que je vais appeler une visite qualifiée. C'est-à-dire que la personne a atterri sur votre site. Comment, je ne sais pas trop encore. C'est peut-être elle a tapé sur Google le nom de votre marque, ou alors elle a tapé son problème sur Google et vous étiez bien positionné. C'est le cas, bravo. Elle a peut-être vu passer quelque chose sur les réseaux sociaux. Enfin bref, en fait, on peut arriver aujourd'hui de plein de façons différentes. Elle arrive sur ce site-là. Elle a son contexte, ses problématiques qui lui sont propres. Et au final, votre site lui parle. Ça répond à ses questions. Donc là, elle va aller en profondeur sur ce que vous lui proposez. Donc là, j'ai mis, elle clique sur une page secondaire. Ça pourrait très bien être, elle va dérouler toute votre page, elle va cliquer, etc. Je rentrerai dans le détail tout à l'heure. Ensuite, cette visite qualifiée, elle va peut-être, vouloir une démonstration, vouloir rentrer en contact avec vous. Donc là, vous allez, donc j'ai mis captation du mail, mais ça peut être, vous allez vraiment commencer à entamer cette relation-là, l'étape d'après. Vous allez avoir ce rendez-vous, faire la démo, etc. Suite à ça, elle va peut-être vouloir un devis. Donc, suite à la démo. Et puis après, elle va s'abonner à votre solution, elle va souscrire à votre service. Et puis, elle sera un client, sera fidèle, elle sera toujours abonnée après 6 mois. Donc, vous voyez les différentes étapes par lesquelles on va passer dans ce cas de figure-là. On n'est pas obligé de respecter chacune des étapes, on peut très bien prendre des raccourcis, mais si on décompose un petit peu, voilà, le parcours de base, ce serait celui-ci. Je reviendrai dessus tout à l'heure, sur celui-ci. Pour un e-commerce, en fait, on va avoir la même logique, la personne arrive sur votre site, elle va passer, donc là, vous voyez, une visite qualifiée, par exemple, ça peut être en termes de temps. Tout à l'heure, il va consulter une autre page, là, ça pourrait très bien être, elle va passer 30 secondes sur le site. Contexte différent, voilà, ça pourrait être ça. Elle va aller sur une page produit. Donc là, elle va regarder page produit, elle va ajouter le produit au panier, elle va acheter ce produit, et elle va revenir faire une nouvelle visite plus tard, et elle va refaire un achat plus tard. Donc vous voyez, on a encore cette logique-là. On n'est pas obligé de passer par chacune des étapes, on n'est pas obligé de faire toutes les étapes, bref. En tout cas, c'est un parcours type. Et pour une application mobile, donc là, c'est un petit peu différent. Voilà, je peux visiter la page du store, donc sur Google Play ou l'App Store. Je vais télécharger l'application sur mon téléphone. Je vais m'inscrire, par exemple, si je prends le cas d'Instagram, voilà, si tout le monde connaît. Donc, hop, je télécharge, je m'inscris, parce que je suis obligé de m'inscrire pour pouvoir utiliser l'appli.
je vais utiliser une fonctionnalité clé. Donc là, dans le cas d'Instagram, ça va être je vais partager une photo. Donc, vous voyez, là, c'est un peu plus engageant que juste m'inscrire. Voilà, donc je vais partager une photo. Et un truc qui est super important dans le contexte des applications mobiles, c'est la rétention, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont continuer à utiliser l'application. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai peut-être une 50aine d'applis sur mon téléphone que j'utilise jamais. Donc, l'objectif ici, ça va être de faire en sorte que les utilisateurs reviennent dans la semaine, voilà. Et encore plus qu'ils utilisent toujours l'application 2 ou 3 mois après. Voilà. Donc, ça, c'est des entonnoirs qu'on voit souvent sur de l'appli mobile. Donc, voilà. Hop, pardon. Ah mince, il fait que ça déroule tout. Hop. Voilà. Et une fois que vous avez défini votre entonnoir, l'objectif, ça va être de faire passer vos utilisateurs d'une étape à la suivante. Voilà, c'est plutôt simple, hein, plutôt que d'avoir, comme on disait tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, d'un inconnu à un client fidèle et puis de faire plein de choses et de ne pas savoir. Bah là, une fois que vous avez bien balisé tout ça, l'objectif de chacune des étapes, ça va être de passer si je reprends mon application mobile, quand il est sur le store, comment je fais en sorte qu'il télécharge l'appli? Je n'ai pas trop de marge de manœuvre, mais quand il a téléchargé l'appli, comment je fais en sorte qu'il s'inscrive? Vous voyez, à chaque fois, j'ai un objectif particulier. Quand une fois qu'il s'inscrit, comment je l'incite à utiliser cette fonctionnalité? Observez un petit peu quand vous téléchargez, la prochaine fois que vous téléchargez des applis là, comme Insta ou enfin bref d'autres, regardez tout l'embarquement. L'embarquement, c'est les conseils, comment ils vont dire d'utiliser l'appli, etc. Alors Nicolas, ouais, on reviendra sur la question tout à l'heure, d'accord. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire passer les utilisateurs d'une étape à une autre. Et vous voyez, c'est plus facile de se dire, ok, de réfléchir au problème en disant, ok, un utilisateur qui s'est inscrit, comment je fais en sorte qu'il utilise une fonctionnalité clé, si vous vous concentrez que sur cet objectif, plutôt que de dire comment je fais en sorte que quelqu'un qui ne me connaisse pas achète mon produit ou mon service. Donc voilà, donc déjà ça simplifie un peu le boulot. Et ensuite, vous allez suivre tout ça en regardant vos taux de conversion. Donc, le taux de conversion, c'est plutôt simple, c'est le nombre de personnes qui ont fait l'action divisé par le nombre de personnes qui auraient pu la faire. Donc, si on prend tout à l'heure, là, voilà, le nombre de personnes qui ont téléchargé l'application divisé par le nombre de personnes qui ont été sur la page du store. Voilà, par exemple. Et ensuite, vous devez mesurer cette conversion à chaque étape. Donc là, j'ai repris un exemple très simple. J'ai du trafic sur mon site. Je vais avoir des visiteurs intéressés, donc c'est des gens qui ont passé du temps sur mon site, qui ont regardé plusieurs pages ou autres. Ces personnes-là vont ensuite faire une demande de contact, me laisser un email ou remplir un formulaire, et ensuite certains vont acheter. Donc en fait, quand vous avez ces chiffres-là, et je reviendrai sur comment on peut mesurer ces chiffres-là tout à l'heure, en fait, vous allez regarder vos taux de conversion. Donc on se dit, c'est par exemple sur la première étape, j'ai 10 visiteurs intéressés et sur 100 qui étaient sur mon site. Donc, en gros, j'ai 10% de conversion. De l'étape 2 à l'étape 3, j'ai 2 demandes de contact sur 10 visiteurs intéressés. 2 divisé par 10, ça fait 20%. Et ensuite, sur la dernière étape, j'ai 0%. Et là, je me dis, mon truc ne marche pas. Enfin, voilà, j'ai fait ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, etc. En fait, une fois que vous avez cette analyse-là, vous allez identifier les goulots, l'étranglement. Et en fait, avec l'expérience, là, on en voit deux, en fait. Enfin, là, si on fait ça, on se dit, ouais, j'ai le 0% qui nous saute aux yeux. Moi, il y en a un qui me saute aux yeux, c'est le 10%. Parce que le 10%, en fait, il y a 10% de votre trafic qui arrive sur votre site, mais en fait, qui s'en va, qui n'est pas intéressé. Donc là, il y a peut-être un sujet. Soit c'est un sujet d'acquisition, donc c'est-à-dire que les personnes que vous faites venir sur votre site, en fait, ce n'est pas les bons, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas intéressés. Soit c'est un sujet de conversion, c'est-à-dire que vous ne passez pas les bons messages, vous ne proposez pas les bonnes actions. En fait, vous ne répondez pas à sa demande. La personne, vous voyez, elle est en prise de considération, ce qu'on se disait tout à l'heure, elle est là, elle est en prise de conscience. Et en gros, vous n'arrivez pas à faire cet objectif de la rassurer et de lui montrer que vous avez bien compris son problème. Donc, en fait, vous allez vous concentrer, plutôt que se concentrer sur tout le parcours, on va juste se concentrer sur ces 10%-là. Comment je fais en sorte, quand les gens arrivent sur mon site, de leur pousser les bons messages pour transformer ce 10% en 50%. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez multiplié par 5, du coup, le nombre de visiteurs intéressés, mais dans le même temps, vous avez aussi multiplié par 5 le nombre de demandes de contact, parce que vous n'avez pas changé la mécanique entre ces deux étapes-là. C'est un peu mathématique, c'est très caricatural, mais en tout cas, ça montre un peu la logique. C'est-à-dire que quand vous vous concentrez sur une étape, ça a un impact sur tout le reste. Et là, on se rend compte que une fois que j'ai fait ça, OK, sur 100 visiteurs, j'ai 10 demandes de contact, ce qui est quand même pas mal au global. Par contre, j'ai que 1% d'achat. Donc, est-ce que je peux optimiser ça? Voilà. Là, en fait, on va se concentrer sur ce goulot-là, ce qui est pas mal sur la fin.
Et par exemple, donc voilà un peu les taux de conversion. C'est super important pour avoir cette analyse et concentrer vos efforts. Alors, comment on fait pour mesurer tout ça? Alors, il y a 3 outils. Je vais beaucoup parler de Google pour le coup maintenant. Donc, première étape, Google Analytics. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cet outil. Google Analytics, en fait, ça ressemble à ça. C'est un outil très complet qui va mesurer toutes les statistiques de fréquentation sur votre site. Alors, je ne sais pas si je bouge ma souris, non, vous ne le verrez pas. Donc, en fait, vous avez peut-être déjà découvert, utilisé Google Analytics. En gros, donc voilà, cette solution statistique va mesurer le trafic et va nous remonter plusieurs indicateurs, comme le nombre de personnes qui sont venues sur votre site, le temps passé. Et pardon, ouais, d'accord, ok, j'ai compris. Il manque un zéro. Donc, ouais, le temps passé, d'où viennent ces gens, à quel profil ils correspondent, etc. Est-ce qu'ils convertissent ou pas? Donc ça, c'est un outil en fait qui peut être intéressant parce que c'est une mine d'or en fait pour aller chercher de la donnée sur votre site. Mais encore faut-il pouvoir bien l'analyser, savoir où chercher et être sûr que c'est bien implémenté. Parce que voilà, si c'est mal implémenté, on peut très bien avoir des données qui sont falsifiées. Donc voilà. Google Analytics a ses défauts. Il y a d'autres outils qui existent. Là, je vais plutôt me concentrer là-dessus parce que c'est vraiment la solution qui est utilisée en majorité sur le marché. Et donc là, par exemple, vous voyez sur l'écran que je vous affiche, j'ai l'évolution dans le temps, donc sur à peu près un mois glissant, de mes utilisateurs, donc c'est le nombre de visiteurs qui sont venus. Ensuite, j'ai un tableau qui va me détailler, donc c'est le défaut de channel grouping, c'est les sources d'acquisition, je reviendrai tout à l'heure dessus, mais j'ai mon nombre d'utilisateurs, le nombre de sessions, un utilisateur peut faire plusieurs visites, plusieurs sessions, le taux de rebond. Le taux de rebond, le 26% correspond à 26% du trafic qui est venu et qui s'est en allé tout de suite. Donc, j'ai perdu 26% de... En fait, c'est un rebond, c'est voilà. Là. Ouais, Matomo peut être plus précis, mais en fait est moins ergonomique pour moi et moins intégré à toute la suite que je vais montrer. C'est pour ça que, Mathieu, je voulais parler de la suite Google Analytics, mais on retrouve les mêmes logiques, le nombre de pages par session, la durée moyenne, etc., etc. Donc ça, c'est Google Analytics, permet de suivre les stats. Ensuite, il y a un autre outil qui est un peu moins connu, c'est Google Tag Manager. Google Tag Manager, lui, va mesurer des événements particuliers pour les envoyer après à Google Analytics. Je caricature parce qu'en fait, Google Tag Manager fait plein d'autres choses, mais il permet notamment de faire ça. Et en gros, donc là, vous voyez, sur la gauche de mon écran, c'est les types de déclencheurs. À partir de quel taux? Je reviendrai sur la question tout à l'heure par rapport au taux de remont à la fin. Donc, sur Google Tag Manager, c'est les types de déclencheurs. Là, je vous ai mis un petit exemple, enfin des exemples de ce qu'on retrouvait. Et là, les déclencheurs, ça va être des actions que vont faire les internautes sur votre site. Donc, les premiers, DOM-PREF, fenêtre chargée, on s'en fiche un peu, c'est un peu technique. Mais vous voyez, je peux pouvoir mesurer des clics sur un lien, des clics sur des éléments, par exemple, je ne sais pas, sur un élément en particulier que vous avez sur votre site. Je peux mesurer aussi des envois de formulaires. Donc là, la personne a saisi un formulaire, l'a envoyé. Une profondeur de défilement, c'est-à-dire que la personne va scroller sur sa page, descendre pour aller atteindre une certaine section où vous parlez, je sais pas, de vos témoignages clients. Est-ce qu'elle a regardé une vidéo YouTube? Est-ce qu'elle a vu un élément qui était présent sur votre site? Un minuteur, enfin bref. En fait, Google Tag Manager permet de définir, donc là c'est vraiment à faire, c'est du sur-mesure pour le coup, mais ça permet de définir des événements qui correspondent à des comportements que les gens ont sur votre site pour les faire remonter, dans Google Analytics. Vous voyez, je définis d'un côté à gauche et après l'écran que je vous mets à droite, c'est Google Analytics. Et ça, c'est des événements que j'ai définis, donc voilà, et que j'ai classés en catégories, en actions, en libellé. Donc c'est pas vraiment carte de chaleur, non, c'est pas tout à fait ça, c'est vraiment pour mesurer des événements précis. Et en gros, imaginons que je veux voir sur mon site web, est-ce que les gens vont cliquer sur le bouton d'action principal que j'ai mis, vous pouvez mesurer ce taux-là et après chercher à optimiser ça en mettant une couleur différente, etc. Par exemple. Donc là, ça va pour être Google Tag Manager, ça envoie des informations très précises à Google Analytics. Et ensuite, on a Data Studio. Donc, Data Studio, c'est la troisième brique de tout ça. Et en gros, Data Studio, si vous voulez, ça va être un outil pour construire des tableaux de bord sur mesure. Parce que vous avez vu Google Analytics, ici, c'est un peu compliqué à appréhender, il y a beaucoup de chiffres. Data Studio, ça permet de faire ce genre de choses. Donc là, c'est un truc que j'avais fait pour un client, mais que j'ai un peu nettoyé pour pas... Et en gros, ce client, si vous voulez, avait un blog
qui était sur un site à part, puis avait après, en fait, l'objectif de ce blog, c'était de ramener du trafic sur un site de vente en ligne. Donc, vous voyez, on était assez loin, en fait. On essaye de monter une communauté d'un côté, puis après de la convertir. En fait, l'idée, grâce à Data Studio, on a pu mettre 2 sources de trafic, donc 2 sources de Google Analytics, les faire communiquer, regarder ensemble. Et j'arrivais à dire qu'OK, sur les 40 000 visiteurs que j'avais sur mon blog sur la période, en fait, j'ai réussi à en emmener 1009 sur mon site e-commerce. Donc, c'est très bien. Mais donc ça, c'était le premier objectif. Donc, je vois que j'avais un taux de conversion de 2,3% sur la première étape. Et ces 1009, il y en a 46% qui ont montré un signe d'intérêt. Donc là, on s'était dit, OK, il faut qu'il passe 45 secondes ou il faut qu'il voit 2 pages vues. Et ensuite, sur ces 471, j'en ai 16 qui ont ajouté un produit au panier. Et sur ces 16, j'en ai 2 qui ont passé une commande. Vous voyez, en fait, là, j'ai réussi, grâce à Data Studio, en fait, et au travail que j'avais fait sur Google Analytics et sur Tag Manager, à concevoir cet entonnoir-là, avec des vrais chiffres, et tout ça, c'est dynamique. L'autre intérêt de cet outil-là, c'est que vous voyez en haut, il y a des filtres, et en fait, je peux affiner la vue en choisissant ma source ou mon support. Donc, la source support pour la suite Google, ça va être, est-ce que je regarde que le référencement naturel, donc que les gens qui viennent de Google? Est-ce que je regarde que les gens qui viennent des réseaux sociaux? Bref, vous pouvez vraiment filtrer là-dessus. Vous pouvez filtrer par appareil pour regarder s'il n'y a pas, sur un parcours mobile, par exemple, des taux de conversion qui sont beaucoup plus bas que sur un parcours sur un desktop, donc un PC normal. Vous pouvez regarder par date. Enfin bref, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et là, c'est super puissant. Quelle action et quel résultat as-tu mis en place après cette analyse? Bon, je m'attarde du coup, je réponds à la question tout de suite parce qu'on est ici. En gros, ici, on pouvait même aller, le tableau de bord était beaucoup plus complexe, mais je l'ai nettoyé pour simplifier le discours. Mais en gros, on arrivait à voir poste par poste sur le blog, c'est-à-dire article par article, qu'est-ce qui fonctionnait bien et qu'est-ce qui avait les meilleurs impacts au bout du bout. C'est-à-dire, voilà, en fait, si je mets des photos de produits avec des liens, c'est peut-être un peu trop agressif pour ma communauté, parce que le blog était là pour construire une communauté. Par contre, quand je mets des plus petites photos qui sont mises en scène, etc., au final, les gens cliquent dessus, vont aller sur le site e-commerce et puis les ajoutent au panier. Donc ça fonctionne bien. Donc en gros, on arrivait à voir la façon d'amener du trafic, la façon de parler des produits, en fait, peut avoir des impacts business sur le site de vente en ligne, à terme. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on avait fait ça. C'était vraiment pour regarder poste par poste, expérimentation, ce qui fonctionnait et ce qui marchait en fonction des sources, etc. Mais en gros, voilà, l'idée, c'était pas de dire, ah ouais, en fait, quand on fait ça, ça ramène plus de monde sur le site de vente en ligne, si au bout du bout, ça ne convertit pas. Donc, l'objectif, c'est bien la conversion finale. Voilà. Donc, ça nous permet d'avoir cette vue exhaustive. Donc, voilà pour les 3 outils. Analytics, la base, Tag Manager pour avoir une vue un peu plus fine et Data Studio pour vraiment avoir une vue très synthétique et très lisible de ça. Et une fois que vous avez remis en place cette mesure-là, que vous aurez configuré tout ça, vous pourrez analyser les chiffres. Donc là, on parlait des taux de rebond tout à l'heure ou les taux de conversion. Donc, si je reprends mon service en B2B, imaginons que j'ai 750 personnes qui arrivent et que j'en ai 300 qui soient en visite qualifiée, donc qui cliquent sur une page secondaire. Donc, j'ai donc un taux de conversion de 40%. J'en ai 45 qui ont demandé une demande de démo, ça me fait un taux de conversion de 15%, ainsi de suite, 36, nanana, 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 nanana. Bref, vous avez tout votre entonnoir qui fonctionne bien. Après, on parlait des taux de rebond là dans le fil. Les taux de conversion, c'est pareil. En fait, on a des ordres de grandeur par marché. Par exemple, quand vous faites de la vente en ligne, il faut savoir que sur le marché global, tout site de vente en ligne confondu, la moyenne entre un produit ajouté au panier et l'achat, elle est à 10%. Voilà. C'est un ordre de grandeur. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un site de vente en ligne et que vous avez 15% des personnes qui ajoutent au panier qui achètent ensuite, c'est très bien. Vous êtes au-dessus de la moyenne. Si vous avez 5%, c'est pas terrible, mais c'est pas non plus catastrophique parce que la moyenne globale est à 10%. Voilà. Donc, en gros, tout ça, j'ai mon entonnoir qui est mis en place, j'ai la mesure qui est implémentée et je peux maintenant avoir ces taux de conversion étape par étape et je peux les optimiser pour faire en sorte que voilà, ce soit efficace et cohérent. Une fois que j'ai fait ça, je connais après mon taux de conversion global. Mon taux de conversion global, c'est, si je reprends, hop, ici, je me suis arrêté à cette étape-là. En gros, c'est sur les 750 visiteurs que j'avais, j'ai eu 10 clients. Donc, 10 clients divisé par 750, ça me fait 1,33%. J'ai 1,33% des gens que j'amène sur mon site qui vont finir par être clients. C'est-à-dire que pour avoir un client, il me faut 75 visiteurs autrement. C'est mon taux de conversion global, qui reste une moyenne, qui va bouger, évoluer dans le temps, mais au moins, ça vous fait une référence. Voilà.
qui est super importante, parce que cette référence-là, après, vous allez l'avoir en tête. Et maintenant, vous allez pouvoir commencer à réfléchir à de l'acquisition, c'est-à-dire tout ce que vous pouviez faire de façon un peu désordonnée, désorganisée. En fait, ce que vous faites là, c'est que voilà, vous allez tester des choses pour faire venir des gens sur votre site. Donc après, je parle d'un site et je reviendrai après un peu en conclusion là-dessus. Mais voilà, vous allez pouvoir travailler votre référencement naturel, vous allez pouvoir faire de la publicité ciblée, vous allez pouvoir, je sais pas, j'ai mis plein d'icônes, voilà, faire de la publication, enfin de la publicité derrière un avion si vous voulez, dans la rue, faire de la vidéo, du mailing, investir dans les réseaux sociaux. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'objectif, ça va être d'amener des gens qualifiés sur votre site. Et une fois que vous avez fait ça, en fait, le but de faire ça, en fait, l'intérêt, tout ça, là, tous ces canaux, ça demande un investissement, en temps ou en argent. Si vous voulez travailler le référencement naturel, ça va être soit faire appel à un prestataire qualifié, et du coup, ça demande un investissement. Par contre, c'est très payant sur le long terme. Si vous faites de la publicité ciblée sur Facebook, sur Google, etc., ce qui est intéressant, c'est que là, il y a un retour sur investissement direct, c'est-à-dire que vous mettez un billet de 100 € et vous avez tout de suite des clients, potentiellement, je caricature là encore, mais le jour où vous arrêtez de mettre ces 100 €, vous n'avez plus rien. Voilà. Oui, Mathieu, je reviendrai tout à l'heure sur la remarque. Mais en gros, voilà, il faut y passer du temps. Et aujourd'hui, l'écueil que vous avez, c'est peut-être que vous essayez de tout faire et en fait, vous passez votre temps ou vous investissez votre argent sur des canaux qui ne sont pas efficaces. Parce qu'une fois qu'on a mis tout ça en place, on pourra regarder l'efficacité de ces différents canaux et leur rentabilité en regardant les taux de conversion. OK, quand je fais du référencement naturel ou quand je fais de la publicité sur tel support, au final, j'ai un taux de conversion en bout qui est à 5%. Ah oui, mais par rapport à mon 1,33 de base, c'est super ce truc-là. Donc, il faut peut-être celui-ci, en fait, c'est un canal qui est super efficace. Donc, je vais peut-être concentrer mes efforts là-dessus. Donc, ça, c'est le premier élément sur lequel vous pouvez observer ça. Le deuxième, c'est le coût d'acquisition. Donc, c'est combien ça vous coûte. Donc, j'ai mis un petit exemple. En gros, le coût d'acquisition, c'est toutes les dépenses que vous allez faire sur un sujet. Donc, vous allez dépenser, imaginons, sur votre site, vous allez dire, OK, je vais faire, pour me positionner en tant qu'expert, assureur, etc., je vais faire un article de fond et puis sur un sujet bien illustré, etc., puis je vais le pousser sur les réseaux sociaux, etc. Donc, imaginons, vous faites appel à un rédacteur professionnel, moi, qui vous écrire ce dossier de qualité, donc ça va coûter 500 €. Vous allez faire appel à un illustrateur qui va illustrer et apporter un peu d'éléments graphiques pour rythmer ce dossier, donc voilà, 200 € de création graphique, et puis vous allez avoir 1300 € de campagne publicitaire, donc là, c'est vraiment de l'argent que vous allez investir pour valoriser ça sur les réseaux sociaux ou sur Google ou pas. Cette action-là vous a ramené 10 clients parce que vous l'avez bien mesuré. OK, donc votre coût d'acquisition, pour le coup, vous avez investi 2000 €, 1300 plus 200 plus 500, pour avoir 10 clients. Donc le coût d'acquisition, c'est cet investissement divisé par le nombre de clients. Donc en gros, ça vous a coûté 200 € pour avoir un nouveau client. Vous avez peut-être ramené beaucoup plus de monde, c'est-à-dire il y a peut-être plein de visiteurs qui sont venus, qui ont regardé le contenu, etc. Pour autant, il n'y en a que 10 qui sont devenus clients. Donc voilà, votre coût d'acquisition est à 200 €. Client, ou alors ça pourrait être aussi prospect. Si vous êtes dans le B2B, c'est plus ça. Donc en gros, voilà, vous savez combien ça vous coûte d'avoir un prospect, etc. Donc, une fois que vous avez le taux de conversion et le coût d'acquisition, vous pouvez regarder sur chacun des canaux, vérifier sa viabilité. Est-ce qu'il est efficace en termes de taux de conversion et est-ce qu'il est rentable, viable d'un point de vue coût d'acquisition? Parce qu'avoir 200 € pour capter un nouveau client, mais si le panier moyen de ce client est à 10, 15, 20 000 €, franchement, c'est viable. Par contre, si vous vendez des brosses à dents, c'est pas viable du tout. Voilà, il faudra peut-être avoir d'autres canaux d'acquisition. Donc ça, c'est super important. Le taux de conversion, les coûts d'acquisition, et après, vous pouvez regarder l'efficacité de chacune de vos actions. Le conseil, c'est de ne pas vouloir investir tout ça, mais c'est vraiment de se concentrer sur les canaux les plus comment dire, les plus pertinents pour vous. Voilà. J'ai une autre session, j'en parlerai tout à l'heure, où j'ai parlé de ça. Donc, vous pourrez aller voir ça en détail. Donc, les prérequis pour faire ça, c'est des outils de suivi qui sont bien implémentés. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, Google Analytics, Tag Manager, Data Studio, pour avoir une vue sur, voilà tout mon parcours. Et comme je vous le disais tout à l'heure, quand je filtre, je regarde là toutes les personnes qui sont venues des réseaux sociaux. En fait, voilà combien ça m'a rapporté, etc. Et ensuite, des liens personnalisés par canal et par campagne. Donc ça, c'est un autre réflexe que vous pouvez avoir, qui est important. Je reprends l'écran que j'avais tout à l'heure sur Google Analytics. Vous voyez, Google Analytics, ici, vous remontre dans le tableau. Donc, on a ce qu'ils appellent le regroupement de canaux par défaut.
On a Organic Search, Direct, Referral, Social, Paid Search, etc. En gros, ça, c'est tous les canaux de base que Google arrive à identifier, arrive à classer plus ou moins automatiquement. Donc, Organic Search, ça va être le référencement naturel. C'est quand vous tapez quelque chose sur Google, les résultats naturels. Contrairement au Paid Search, où là, c'est les annonces que vous allez retrouver sur Google. Donc, on voit un peu plus bas. Le Direct, c'est tous les gens qui viennent directement sur votre site, qui ont tapé l'URL ou bref, qui ont accédé directement à votre site. Referral, c'était tous les sites partenaires qui parlaient de votre, qu'on fait un lien vers vous. Social, c'est tout ce qui correspond aux réseaux sociaux. L'email, c'est voilà, logique, hein, les emails. En fait, c'est intéressant, cette approche-là, mais l'objectif d'avoir des liens personnalisés par canal et par campagne, c'est de pouvoir rentrer dans le détail de ces indicateurs-là. C'est-à-dire, OK, quand je vais dans le paid search, donc si je regarde, ou dans l'email, par exemple, en fait, quelle campagne emailing a bien marché quand voilà, par exemple, j'avais tel angle d'attaque, tel message, quand je pousse un produit, etc. Donc, en gros, l'idée, c'est de pouvoir bien identifier chaque action que vous allez faire, de pouvoir bien la suivre après sur vos outils analytics. Et pour ça, donc c'est pour ça que je disais d'avoir des liens personnalisés par canal et par campagne. En gros, alors, je vous montre un exemple. En fait, aujourd'hui, ça, c'est un petit outil, donc vous pouvez taper campagne URL Builder. En fait, c'est pour construire des URL. Et aujourd'hui, en gros, donc vous voyez, là, j'ai pris un exemple avec sur un exemple que j'ai fait il n'y a pas longtemps, où je voulais valoriser en fait un produit, donc une plateforme qui s'appelle mavileengagée.fr. Et en gros, ici, je peux rajouter des précisions. Et en fait, je peux rajouter une source de campagne, le média qui va être utilisé, le nom de ma campagne, des termes, du contenu. En gros, sur mon adresse, donc mavileengagée.fr, je vais pouvoir rajouter des paramètres, et donc ça donne l'URL que j'ai dessous. Et vous voyez, dans la campagne, j'ai mis mailing. Voilà, pour que je sache et pour que Google, en fait, dans Google Analytics, puisse se dire, ah, OK, en fait, cette campagne-là, je la classe dans mailing. Et dans le média, j'ai mis le Typeform. Là, c'était en l'occurrence, enfin bref, je rentre pas trop dans le détail. Et campagne name, voilà, c'était enquête Maïf. C'est-à-dire qu'en fait, je pourrais suivre très précisément toutes les personnes qui ont cliqué sur ce lien parce que j'ai fait ça. Donc ça, c'est juste un réflexe que vous pouvez avoir. Et aujourd'hui, voilà, on n'est pas obligé d'afficher. En fait, vous regarderez la prochaine fois que vous cliquerez sur quelque chose, sur un lien dans les réseaux sociaux, etc. Vous allez cliquer sur un lien, vous allez arriver sur une nouvelle fenêtre. Regardez dans la barre de navigateur l'URL qui s'affiche. Et en fait, vous verrez des trucs comme ça. Vous verrez ces paramètres qui sont passés. Et tout ça, en fait, c'est juste pour pouvoir bien suivre le trafic et savoir d'où il vient. Et en fait, ça, c'est une mine d'or parce que après, vous arriverez à voir que, OK, en fait, mon mailing pour cette campagne, etc., a plutôt bien marché, là où mon post sur les réseaux sociaux a fait un flop. Donc voilà, ça, c'est super important, ce que je disais tout à l'heure, donc des outils de suivi et pouvoir personnaliser vos liens par canal et par campagne pour que vous puissiez bien les suivre derrière. Donc voilà, pour ça. Et puis, donc, une fois que vous aurez fait ça, et que vous aurez trouvé ce qui fonctionne bien, vous pourrez commencer à passer à la vitesse supérieure. Donc ça, vous voyez, c'est des exemples de tunnels qu'on peut avoir un peu plus poussés. Parce qu'en gros, là, ce qu'on a vu aujourd'hui, et je m'arrêterai là, on passera aux questions-réponses après. En gros, voilà, c'est les parcours de base. Mais en fait, vous avez tous vos particularités, chacun a ses spécificités. Et en gros, là, vous voyez un truc comme ça. En gros, j'amène, si on le prend dans le bon sens, où je commence là au niveau de la petite loupe verte, là, Search, AdWords et Facebook. Donc là, j'ai 3 canaux d'acquisition qui vont amener sur un post d'un blog. Sur ce post de blog, je vais pouvoir le partager, etc., ou cliquer sur les réseaux sociaux, etc. Et bref, en fait, l'action ici va être de m'inciter à m'inscrire à un webinaire. Une fois que je suis sur ce webinaire, je vais recevoir un email et je vais être retargeté, reciblé sur les réseaux sociaux pour me dire « Ah, souviens-toi, le webinaire, etc. » nanana. Et je vais pouvoir télécharger un document. Ensuite, vous voyez, c'est tout un parcours, etc., pour justement répondre aux objectifs de chacune des étapes. Donc là, c'est vraiment vitesse supérieure, pardon. Donc là, c'est un peu la finalité qu'on peut avoir en termes d'entonnoir. Mais là, c'est vraiment des choses plus complexes. Mais en tout cas, c'est ce qu'il est possible de faire une fois que vous avez bien posé les bases. Donc, mettre en place un parcours qui est adapté au contexte de vos utilisateurs, mesurer tout ça, et ensuite, bien suivre toutes les actions que vous faites pour vous concentrer sur celles qui sont les plus efficaces et les plus rentables.
Juste, ouais, je parlais des canaux d'acquisition. Pour aller plus loin, donc j'avais fait une session alors je l'avais appelé Growth Hacking, mais en gros où je m'attarde vraiment sur tous les canaux d'acquisition. Je vous explique comment choisir les bons, faire les bons choix, etc. Donc là, c'est sur la chaîne YouTube du SPN, vous pourrez aller voir. Et s'il y en a qui sont intéressés pour aller plus loin, donc j'ai une petite formation de 2 jours là avec le SPN toujours sur le Growth Hacking. Donc l'idée, ça va être de repartir de ce qu'on a vu là et puis d'aller plus loin sur les canaux d'acquisition. Donc pour former tout ça, voilà. Donc ça dure sur 2 jours. C'est en téléprésentiel. Les tarifs sont ultra cool parce que voilà, et c'est éligible à l'OPCO. Donc, vous aurez toutes les infos sur le site du SPN. Donc voilà, et maintenant, on va pouvoir reprendre les questions. Il est 52, donc on a une petite dizaine de minutes. Super, ouais. On va remonter puisqu'effectivement, il y a eu pas mal de questions. Donc, Ouais. La première, c'était Nicolas qui posait une question sur comment connaître les utilisateurs. Donc, c'était un peu plus haut. Ouais. Donc, comment connaître les utilisateurs, comment les faire passer d'une étape à une autre? Ouais, alors, en fait, là, c'est là où le travail tout en amont, hein, c'était la première étape qu'on s'est dit, de bien connaître ses utilisateurs, ce qu'ils vont chercher, s'adresser à eux dans un vocabulaire qu'ils comprennent. Ça, c'est super important, en fait. Et une fois que tu as ça, en fait, bien connaître ses utilisateurs, c'est pouvoir mieux leur répondre. Et en gros, une fois qu'ils sont sur ton site, si tu as bien fait ce travail-là, c'est-à-dire que tu vas pouvoir leur adresser ce que je vais appeler une proposition de valeur, une promesse qui répond bien à leurs problématiques. Là-dessus, tu vois, il y a un exemple, hein, c'est plutôt de l'UX design, mais c'est des outils qu'on utilise. Par exemple, la personne qui veut acheter une perceuse, en gros. Comment on peut l'adresser, cette personne-là? Est-ce que tu vas lui dire, ouais, vous voulez telle puissance, un rotor, tel fort, etc. Ou est-ce que vous voulez faire un trou? En fait, voilà, la personne qui veut acheter une perceuse, son objectif, ça va juste de faire un trou, en fait. Donc, une fois qu'on est dans cette posture-là, donc la personne, en fait, voilà, on lui dit, tu veux faire un trou. Il y a Mano Mano, je crois, qui a fait une pub comme ça, là, qui était super. C'était, on découvrait nos super machines à faire des trous, en fait. Mais voilà, parce qu'en fait, la personne, elle n'est pas encore en mode, voilà, j'ai besoin d'avoir des informations sur le tarif, les caractéristiques techniques. Je veux juste savoir comment je peux faire un trou. Voilà. Et les différentes façons, les différentes solutions qui s'offrent à moi. Donc, une fois que tu as bien fait ce travail-là, en fait, tu peux passer d'une étape à une autre. Puis, une fois que la personne dit, OK, il me faut une perceuse, qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Il me faut, voilà, telle puissance, etc. Donc, c'est là où toi, après, tu peux faire ton travail d'expert pour lui pousser les bonnes informations au bon moment, la rassurer à chacune des étapes. Et ça, après, ouais, comment les connaître, du coup, c'est en faisant des enquêtes sur le terrain, en parlant avec tes clients existants, en regardant ce qui se passe et ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, en analysant les statistiques. Enfin, voilà, là, tu peux avoir pas mal d'informations en te rapprochant de tes utilisateurs. Ouais, il y avait une petite faute, donc du coup, 10% à l'étape. Ouais, Mathieu parlait de Matomo. Donc, Matomo, c'est un autre outil qui est libre, qui a une approche un peu différente de Google Analytics, qui est plus respectueux de la RGPD, entre guillemets. Donc voilà, c'est un autre outil, anciennement Piwik, mais qui est un peu plus compliqué à utiliser, qui est un peu moins ergonomique. Voilà. Alors, sur les taux de rebond. La question sur les taux de rebond, le logis de Chalon, en fait, ça dépend, le taux de rebond. Le taux de rebond, c'est le nombre de personnes qui vont venir sur votre site et qui vont s'en aller tout de suite. C'est-à-dire qu'ils vont faire aucun événement. C'est important, l'événement. Un événement, c'est quoi? Ça peut être regarder une deuxième page, c'est-à-dire, voilà, ça peut être, en l'occurrence, c'est regarder une deuxième page, par défaut. Mais, imaginons que je recherche la météo. Voilà, je recherche la météo qui fait à La Rochelle aujourd'hui ou qui fait à Poitiers aujourd'hui. Je vais taper quoi? Je vais taper, quoi que Google me mâche le boulot maintenant, mais imaginons, il y a quelques années, quand j'allais sur Météo France, je tapais météo Poitiers, j'arrivais sur la météo de Poitiers. Ok, il fait de la pluie, il pleut aujourd'hui, il fait 25 degrés. Très bien. Au revoir. J'ai mon information, je m'en vais. Aujourd'hui, Google. Merci Nicolas. Je confirme, je suis à Poitiers, il pleut aussi. Mais en gros, et là, en fait, c'est un rebond, ça, aux yeux de Google, parce que la personne est venue et elle est partie. Sauf qu'elle a trouvé son information, en fait. Donc, le taux de rebond, c'est pour ça que je disais qu'il n'a fait aucun événement. En général, ce que je fais, c'est que sur les sites, par exemple, aujourd'hui, on trouve beaucoup de sites qui sont très longs. Voilà, c'est ce qu'on appelle des one page, une page, et en fait, l'utilisateur va dérouler. En fait,
souvent, moi, un rebond, une fois qu'il a déroulé 50-60% du contenu, je me dis, non, cette personne-là, elle est intéressée. C'est pas un rebond au sens où la personne n'est pas intéressée, qualifiée par ce que je lui propose. Elle a déroulé quasiment toute ma page. Donc, les gens comme ça, en fait, je les considère pas comme rebond. Bref. Et ensuite, donc ça va dépendre de ce que je disais de ce que vous proposez. Ensuite, en général, les rebonds vont se situer entre 30 et 50%. Voilà. Sur des choses très basiques. Donc là, le logis, j'imagine que voilà, vous en êtes de l'immobilier locatif, enfin pas de l'immobilier locatif, mais voilà, des locations de vacances. Ouais, on va être aux alentours entre 30 et 50%. 60%. Si c'est au-delà, en fait, c'est qu'il y a un problème. C'est que voilà, la personne, soit un problème technique, c'est-à-dire la personne, je sais pas, la personne arrive sur son mobile et votre site n'est pas adapté au mobile, du coup, la personne s'en va. Soit un problème de message. En fait, la personne a cliqué, elle a cru que, et puis en fait, non, c'était pas, elle est pas au bon endroit. Enfin voilà. Donc entre 30 et 50%. Mathieu parlait de cartes de chaleur. Donc les cartes de chaleur, c'est juste pour expliquer ce que c'est. C'est en gros quand vous avez un site, vous pouvez voir les zones un peu chaudes où les gens cliquent. On utilise souvent ça pour voir placer les zones d'action sur les zones qui attirent le regard des gens en fait. C'est-à-dire le bouton acheter, en fait, il faut qu'il soit, les gens ont toujours tendance à regarder ici. Donc zone de chaleur, ça permet de voir un petit peu le mouvement de la souris entre guillemets, de voir des yeux. Si on a des procédés un peu plus techniques, mais de ce que font les gens sur votre site. Il y a d'autres services qui s'appellent comme Hotjar, Hotjar. Donc Hotjar, en fait, il filme les sessions de vos internautes. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait comme si vous suiviez, vous voyez où les gens cliquent, comment ils scrollent, où ils cliquent, etc. Et c'est anonyme, mais ça peut vous apporter des enseignements sur la façon dont se comportent les gens. Dont se comportent les gens, et voilà, par exemple, vous avez mis un truc, mais ils n'ont pas vu le message, ils passent. Donc ça, c'est intéressant. La question là sur l'entonnoir, j'y ai répondu. Et donc Mathieu, ce que tu dis, pour collecter ces datas avant de faire de l'acquisition, il faut un noyau d'utilisateurs de base, effectivement. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, je partais dans mon service B2B, j'avais 750 utilisateurs. Donc en gros, c'est là où l'acquisition va permettre de faire ça. Donc, l'acquisition, c'est comment vous pouvez apporter des visiteurs sur votre site. Aujourd'hui, soit vous continuez à faire tout ce que vous faites aujourd'hui pour faire parler de vous, et puis en fait, vous analysez le trafic que vous avez. Donc, en fonction de votre secteur d'activité, souvent, ça va être assez faible. Dans d'autres cas, on va avoir plus de trafic, donc plus de matière pour analyser tout ça. Si jamais vous partez de zéro, plusieurs techniques, et ça, j'en parle dans la vidéo sur l'acquisition du coup, c'est en fait aujourd'hui vous pouvez très bien amorcer la pompe, travailler le référencement naturel quand même, voilà, pour être positionné, et amorcer la pompe avec de la publicité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on peut très bien utiliser Facebook pour faire des études de marché, mettre un peu d'investissement publicitaire, donc c'est quelques centaines d'euros pour tester des propositions de valeur, des messages, des audiences, et voir si ça fonctionne, et puis après, en fonction de ça, justement, avoir des premiers utilisateurs sur lesquels on peut tester. Donc, ça demande un peu d'argent, mais en fait, ça fait gagner beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de choses, voilà, qui, je pense notamment à la régie pub de Facebook ou Google pour faire ça. Mais ouais, voilà comment tu peux capter des premiers utilisateurs. Pour faire le choix, très simple, entre Facebook et Google. Sur Google, vous allez chercher des intentionnistes, des gens qui vont taper une requête précise, je veux, nanana, enfin, pas je veux, mais ils vont avoir un besoin particulier. Donc là, vous apportez une solution à un besoin. Sur Facebook, ça va plutôt être des profils. Je veux cibler tel profil de personnes parce que ça correspond bien à mon audience, les 30-35 ans qui ont tel centre d'intérêt, etc. Donc là, vous allez pousser votre message auprès d'un public en particulier. Alors, tant qu'on n'a pas le product market fit, il ne faut pas dépenser de sous dans la com. Ouais, je réponds à la question, puis je reviendrai à la question de Nicolas juste après. Le product market fit, en fait, c'est l'adéquation produit-marché. En gros, c'est beaucoup utilisé dans les startups. En gros, c'est est-ce que les services, les produits que vous proposez répondent bien à un besoin utilisateur. Aujourd'hui, combien de startups se plantent parce qu'en fait, à répondre à un besoin il n'y a aucun marché dessus. Il y a peut-être un besoin qui est là, mais en fait, les gens sont pas prêts à le payer, ce marché. Donc, le product market fit, adéquation produit-marché. Et une fois qu'on a trouvé cette adéquation produit-marché, là, on peut mettre le paquet en termes d'acquisition.
Mais en fait, là où je suis pas tout à fait d'accord, Mathieu, c'est que tu peux quand même utiliser ces canaux d'acquisition pour faire des tests, justement, pour trouver ce product market fit. C'est exactement ça. Par exemple, imaginons que tu proposes une solution qui a différents avantages. Elle est économique d'un côté, écologique de l'autre. Je fais très simple. Donc, tu proposes ta solution. Et en fait, sur les... tu vois, tu vas pouvoir tester quelle approche marche le mieux. Est-ce que quand je parle d'écologie, ça parle mieux que quand je parle d'économie sur les réseaux sociaux? Donc, c'est très caricatural. Mais en gros, ça te permet de trouver cette bonne proposition de valeur, les éléments, les arguments qui vont faire que tes clients, en fait, enfin tes prospects, justement, vont cliquer et puis après vont convertir. Donc, il faut quand même avoir recours à ces solutions-là pour pouvoir amorcer la pompe et avoir des premiers utilisateurs. Et Nicolas demandait, donc tu peux qualifier le scroll sur Google Analytics? Oui, tu peux qualifier le scroll. En fait, et ça se fait avec Google Tag Manager. Si je reviens où j'étais tout à l'heure, non, c'est pas là, ici, là. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. En gros, donc, un événement peut être déclenché par plusieurs choses, donc soit par un clic, soit par un comportement. Et le comportement, donc ça peut être le temps passé, tu vois, ça répond aussi à ça. D'ailleurs, si la personne passe 2 minutes sur ma page, c'est qu'elle y trouve un intérêt. Ça peut être la profondeur de défilement, ou du défilement même horizontal, certains sites sont comme ça, mais la profondeur de défilement, tu peux dire, voilà, je veux remonter un événement. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez l'écran, si c'était là. En fait, là, dans le tableau qui est à droite, donc j'avais plusieurs catégories. Et là, sur le comportement, en fait, j'avais mis tous mes scrolls. C'est pour ça que le comportement est énorme. En fait, j'ai tout traqué ici. Et en gros, donc à chaque fois que la personne passait une barre de 25% de la page, j'avais un événement qui remontait. C'est-à-dire, voilà, je scroll, 25% événement, 50% événement. Donc, c'est pour ça qu'il y en a un paquet, en fait. Mais ça permet de voir, en fait, sur quelle page les gens scrollent, les gens ne scrollent pas, etc. Et après, on peut dire à Google Analytics, si la personne scrolle 25%, tu ne déclenches rien. Par contre, à partir du moment où elle passe à 50%, tu peux pousser... là, tu ne me le considères plus comme un rebond. Voilà. Ou si elle passe 3 minutes, tu ne me le considères plus comme un rebond. Alors, le coût d'acquisition correct d'un acheteur devrait se situer, là, ça dépend en fait. Ça dépend du panier moyen, ça dépend du business, ça dépend il y a des coûts d'acquisition, en fait, qui sont... c'est exactement l'exemple que je prenais avec le service B2B et les brosses à dents tout à l'heure. Si je vends des brosses à dents, si j'ai un coût d'acquisition qui est à plus de quelques centimes d'euros, ça ne vaut pas le coup. Et en fait, et inversement, sur du B2B, j'aurai jamais des coûts d'acquisition qui vont être en dessous de quelques euros, voire quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros, ça dépend ce qu'on propose. Donc là, c'est pareil, il y a plein de benchmarks, il y a plein de chiffres, mais là, si vous voulez, après, ce sera peut-être plus en individuel. Si vous avez des questions spécifiques à votre marché, je pourrais peut-être vous répondre. Mais ouais, ça dépend beaucoup de ça. Aujourd'hui, par exemple, sur Facebook, vous voyez, il y a beaucoup de pubs pour du dropshipping. Le dropshipping, c'est une méthode qui consiste à en fait acheter des produits en Chine, enfin même pas les acheter en fait. C'est en gros, vous faites juste une page sur un produit que vous marketez, vous travaillez un peu le design et la marque autour du produit. En fait, les personnes achètent et c'est livré directement de Chine. Donc, vous avez taux de livraison de fou, des prix qui sont défiant toute concurrence parce que ça vient direct de l'entrepôt, on va dire. Puis la qualité est souvent minable. Mais souvent, sur Facebook, vous voyez beaucoup de pubs comme ça. Des produits, du monoproduit, etc. Vous allez cliquer, vous arrivez sur une page qui vous met la pression en mode, il reste que 3 produits, profitez de demain. Donc là, vous allez acheter, etc. Donc là, c'est un entonnoir type. C'est vous adressez un profil type, vous faites naître un besoin dont il n'a pas, en fait, qu'il n'a pas forcément. Vous l'incitez à acheter, il achète. Là, on est sur des coûts d'acquisition qui sont très bas en général là-dessus. Ça va être des coûts à quelques dizaines de centimes en fait sur Facebook, parce que on est sur du particulier, grand public, etc. Donc, mais sur du B2B, ouais, c'est pas rare de voir des coûts d'acquisition à plusieurs centaines d'euros. Et c'est même logique en fait. C'est même logique. Donc voilà, il est 12h06. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. T'as bien balayé, Léo. Je suis en train de regarder en même temps. Après, n'hésitez pas à prendre la parole. Mathieu, Nicolas, est-ce que tout a été clair pour vous par rapport aux questions posées?
Alors, excuse-moi Léo, mais pendant que tu me donnais ta réponse sur les coûts d'acquisition, je me faisais attaquer par une abeille, donc je n'ai pas pu trop t'entendre. Je suis désolé. Ouais, je disais en fait que Est-ce que tu... les coûts d'acquisition, c'est très variable en fait en fonction de ton marché et de ton produit. Donc, tu peux avoir des coûts d'acquisition sur du B2B, du B2C, tu vois, donc le produit à quelques dizaines de centimes d'euros, et sur du B2B, donc pour les professionnels, à quelques centaines d'euros. Voilà, donc ça dépend. Et je vous laisse mes coordonnées là sur le chat, du coup, si vous voulez échanger avec moi sur des cas très spécifiques. Voilà. Et comme je vous disais, si vous voulez plus loin sur la partie acquisition, donc voilà, comment ramener du monde, voilà, il y a la vidéo là qui est sur le site, en replay sur le SPN, et la formation dans 2 semaines. On parlera de tout ça. Écoute Léo, alors j'ai fait des screens pour un post, ça ne marche pas. Bon non Mathieu, aucun problème. On fera pareil de notre côté. Plein de remerciements, c'est cool. Top. Eh ben, merci d'avoir été présent une nouvelle fois. Ben, justement, la semaine prochaine, on continue. Cette fois-ci, ce sera avec Robin Lecoq pour apprendre à cibler ses prospects au laser grâce à Facebook Ads. Donc, on reste dans la même thématique. On complète tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et puis, Léo vous l'a dit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, il vous a communiqué ses coordonnées. Sinon, n'hésitez pas à transiter par le SPN. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous mettre en lien avec Léo. Donc, si c'est OK pour vous, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. En tout cas, Léo, merci, c'était super. Merci à vous. C'était cool. C'était super. Top. Bonne journée à tous.